bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast, ça vient des RH. Alors moi, ça a une saveur Qui êtes-vous particulière. Qui êtes-vous ? C'est une saveur un peu particulière parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue. En tout cas, je suis ravie d'être là et de parler du budget 2025. En tout cas, des nouveautés qui ont été discutées et qui vont potentiellement voir le jour, soumis à des décrets évidemment qu'on vous explicitera un petit peu plus tard. Mais voilà, on va démarrer par un sujet qui tient très à cœur à Julien. J'en profite pour dire que toutes les questions un peu techniques, les points de droit, les points financiers, n'hésitez pas à taguer Pierre d'une manière générale sur l'ensemble des commentaires et l'ensemble des publications. C'est pas qu'on n'a pas envie à Claire de répondre, mais Pierre nous a dit si je pouvais répondre à tous les commentaires sur cette partie technique, j'y tiens. J'adore. Donc faites-lui plaisir, n'hésitez pas à le taguer, ça le touchera. Et des choses pointues, vraiment. Surtout quand il n'y a pas encore les décrets, il est dessus là. Ouais, il est vraiment, à fond. À fond. Alors, moi, effectivement, dans les thématiques abordées, qui sont des thématiques, ça change de l'épisode de la dernière fois. Là, on va rentrer dans le métier. Et on va parler de l'APLD. Il y a 2 points à voir, qui est la réduction du nombre de contrats aidés, parce que vous êtes nombreux à ne pas nous l'avoir demandé, donc on tenait à le traiter. Donc, on voulait en parler. On voulait absolument en parler. Et la partie des contrats d'apprentissage, en tout cas la participation employeur au contrat d'apprentissage et notamment la mécanique avec les OPCO. Sur la partie des contrats aidés, il y en a beaucoup. Je ne sais pas combien il y a de numéros. Combien il y a de contrats aidés en France, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines. Alors après, il y a une diversité de contrats aidés, je pense que l'alternance en fait partie, mais moi, tous les contrats, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça commence fort cet épisode. Les contrats aidés, j'ai l'impression de jouer à un REBU, mais je ne sais pas ce que je dois faire deviner, donc c'est un peu ridicule. J'en ai pas fait tant que ça. Des contrats de partenariat avec le Pôle emploi, des contrats zone franche, des contrats. J'en ai pas fait. Pôle emploi quelques-uns, mais on ne peut pas dire que ce soit full non plus, quoi. Je ne sais pas si vraiment c'était. Alors peut-être dans certaines industries. Je pense que c'est très. On ni oui ni non. Avec Claire, sûrement. Je pense. Tout à fait. D'accord, Claire. J'allais poursuivre. C'est possible. J'allais dire que c'était très sectorisé, mais voilà, du coup, ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Et alors, où est-ce que tu voulais en venir? Non, mais je posais la question de savoir si on avait utilisé. En tout cas, moi, j'ai peu utilisé des contrats, de dispositifs de contrats aidés. Je m'en souviens pas. Je vais peut-être tard un peu la boule. À part sur la partie apprentissage qui me parle. Même dans le transport, pas tellement. Non, il y avait un dispositif pendant, c'était de la mise en situation. Tu sais, c'était quand les personnes loin de l'emploi, notamment pendant une semaine, on les mettait en situation, du coup ça portait bien son nom, le gros travail, Marquette, où on testait pour voir si ça pouvait leur connu ça. Mais c'était des personnes loin de l'emploi. Okay. Toi, tu as fait des startups, donc ils laissent tomber. Peut-être plus au niveau de la logistique, parce que j'en avais sollicité, et c'est vrai que c'était quand même assez, comme tu dis, sectorisé, et surtout aussi au niveau peut-être géographique, peut-être que l'Île-de-France n'était pas forcément un vivier à ce type de contrat. Moi, c'était en Normandie. Au niveau local, peut-être. Moi, quand j'avais fait, c'était en Normandie. On en a fait peut-être 1 ou 2. Le seul truc qui est toujours un peu embêtant avec ça, c'est que l'idée est bonne, parce qu'il faut rentrer dans des cases, c'est des dispositifs assez lourds, tu as plein de paramètres. Donc je comprends qu'il faille monitorer, flécher, je comprends tout à fait le dispositif. Néanmoins, quand derrière tu es de l'autre côté, tout ça pour ça, tu dis que le jour vaut la chandelle, pas toujours. Et parfois, j'ai l'impression que l'idée, c'est, tu sais, en fait, c'est un peu gênant, un peu philosophiquement, je comprends. C'est de l'aménagement aussi de poste, c'est de l'aménagement d'horaire, parce que la personne elle peut être disponible 22h30 par semaine. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il le réduit, je pense. Moi, c'est je pense que c'est plutôt qui ne porte pas forcément toujours ses fruits, et du coup, ça risque effectivement les personnes qui seront éloignées de l'emploi, ça risque de pouvoir les menacer dans leur recherche d'emploi, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est très courant, je pense, et de moins en moins. Je pense que le ROI, si on parle un peu plus. Attention, Pierre a dégainé le mot magique. On va parler de ROI maintenant. Mais c'est pour reprendre un peu tes propos aussi, c'est le côté des personnes qui sont loin de l'emploi, donc il faut les réintégrer dans une entreprise qui vont peut-être avoir des besoins, mais peut-être sur une durée peut-être plus courte, ils n'ont peut-être pas forcément le temps de former la personne, ou en tout cas pas autant qu'une personne qui a déjà quelqu'un qui travaille déjà et qui a déjà peut-être les premiers réflexes. Je pense que ça, c'est du temps. Et puis, je pense que l'État veut aussi réduire, parce que c'est aussi une période où c'est France Travail, qui rémunère et pas forcément l'entreprise. Donc, je
Je pense que c'était aussi une question où... Oui, tu as raison. C'était très bénéfique pour l'entreprise quand même. Hein. C'est très exact. Une main-d'œuvre quand même. Alors, je crois que c'était mutualisé. Je ne sais plus comment c'était fichu, mais tu as raison. Moi, quand c'était mutualisé. C'était dans une perspective quand même de faire signer à la personne un CDD ou un CDI. Et du coup, il y avait quand même une petite... Alors, je dirais pas une période d'essai déguisée, mais en tout cas, on avait une période où on pouvait... C'était ça. C'était du test. C'était vraiment du test. Après, tu as des dispositifs aussi dans lesquels il y a des exonérations de charges, parce que c'est quand même ça, c'est dire, comme ils sont loin, notamment parce qu'il y a parfois des carences de compétences, l'entreprise va le recruter, et donc en gros, en compensation, on va mettre des exonérations. Alors, est-ce que c'est la bonne idée ? J'en sais rien. Mais là, dans la quête un peu de recherche d'économie, je pense que ça permet d'avoir des montants qui sont provisionnés. On en parlait dans l'un des épisodes précédents, qu'on va diffuser d'ailleurs. C'est ça mon soupe. Oui, mais en fait, non, mais il est diffusé au moment où vous écouterez ce podcast avec Clairo. Voilà. Et on parlait notamment, on disait qu'il y avait plein d'aides. C'est lui qui l'expliquait très bien. Il disait qu'il y a plein d'aides qui sont budgétées, provisionnées au niveau de l'État, mais elles ne sont pas toutes demandées. Et donc, ça leur permet d'avoir des cales. Là, clairement, je pense que l'idée, c'est de dire un peu diminuer les montants qui sont provisionnés et elles ne sont pas demandées par les entreprises. Après, j'ai l'impression qu'on compense aussi le fait que le coût du travail est très cher en France et que c'est la raison pour laquelle on a mis beaucoup de contrats aidés pour compenser. Après, quand je vois le nombre de dispositifs, oui, puis en plus, pour en revenir, pour l'avoir sollicité, c'est aussi du temps aussi que le RH va consacrer finalement entre les rendez-vous avec France Travail. Enfin, moi, je me rappelle, c'était plusieurs rendez-vous pour déjà définir les besoins. Alors, par bonheur, j'avais une interlocutrice qui était juste parfaite et elle a pu comprendre assez rapidement. Et du coup, finalement, le binôme a été... On vous partagera d'ailleurs son prénom en commentaire. Pas de souci, je sais plus, mais c'est Fontenay-sous-Bois en tout cas. Voilà. France Travail de Fontenay-sous-Bois, parfait. Nous écoute. Mais du coup, il y a eu ce binôme-là qui s'est construit assez rapidement et ça, c'était cool parce que, en fait, on n'avait pas besoin après de revenir régulièrement, mais c'est ça aussi qui fait que ça peut matcher. Et je pense que là, je pense que France Travail, entre peut-être d'autres missions que là, ils sont à fond là. En parlant de dispositifs aidés, évidemment, on va penser au contrat. Alors, contrat en alternance. Dans les contrats en alternance, il y a deux dispositifs, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Oui, on s'arrêtera sur ce succès d'estime. Et on observe évidemment, pour mémoire, on avait l'aide de l'État qui était notamment pour accompagner et encourager l'alternance, qui est une spécificité assez française quand même. Il y en a, ça n'existe pas partout du tout. Je crois qu'en Europe, on a un des rares pays. Les stages, oui, mais l'alternance, très peu. Au Danemark, ils le font, mais dès que tu es étudiant, en fait, tu es plongé dans la boîte. Et c'est un peu un système d'alternance, mais avec beaucoup plus d'heures que l'alternance. Et notamment parfois les soirs, après... Enfin, les soirs. J'entends, ça peut être... Et qui fait nuit, c'est-à-dire à 15h, c'est ça que tu veux dire ? Bah oui, un petit peu, de dire, de compléter aussi et pas avoir des rythmes qui sont erratiques et différents pour l'entièreté des entreprises. Moi, je trouve que c'est aussi le problème de l'alternance. Bref, petite parenthèse. Non, mais c'est... Ça permet d'avoir des précisions. Pour le dire. Et donc, c'est vrai qu'on a ces dispositifs qui sont venus donc, pour, notamment eu égard au Covid, mais des aides. Ces aides étaient de 6 000 €. Elles sont passées depuis de mémoire avant le 1er janvier, pour moi, c'était en septembre. Elles sont passées à 5 000 €. On a pensé, alors pas moi, mais à les arrêter définitivement. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas encore validé dans le budget. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu dans cet exercice budgétaire. Mais ça va, à mon avis, tôt ou tard arriver. Je ne pense pas que les aides elles vont être pérennes, surtout dans le contexte dans lequel on est actuellement. J'ai quand même des doutes. Et donc, en gros, comment ça se passe-t-il ? Ça se passe-t-il que quand on a un contrat d'apprentissage, on a un montant des OPCO. L'OPCO qui participe évidemment aux finances. Et on a le coût de l'école. C'est là où c'est marrant. C'est que les écoles ont augmenté année après année les montants de scolarité. Donc, on a des écoles qui parfois sont 3e zone, qui sont à 10 000, 12 000, 14 000, 15 000. Et on a un OPCO qui finance. Alors, ça dépend. Ça dépend de l'école, ça dépend du parcours, ça dépend du RNCP, qui finance 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. Et ça dépend évidemment de l'OPCO. Chaque OPCO est différent. Le problème qui se passe, en tout cas, moi je pensais être un peu seul et pas du tout, c'est que de plus en plus, il y a un reste à charge pour l'entreprise et qui n'est plus neutre. Maintenant, petit conseil, amis RH, amis employeurs, vous pouvez négocier. Je l'ai fait, je l'ai même fait la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, ou quand vous l'écouterez, en fait, il y aura un mois et demi à peu près. Mais enfin, où c'était 3 885 € que j'ai négocié à 1 000 €. Comment tu as fait ? Comment j'ai fait ? Alors, c'est simple. En fait, chaque école galère de plus en plus pour placer les gens. Et c'est aussi un irritant. Donc moi, j'ai dit, je suis désolé, mais je n'avais pas budgété ça. Et surtout qu'à la base, normalement,
c'était quelqu'un qui devait commencer, puisque les registres, c'est de septembre à novembre. Elle rejoint là. Et donc, je lui dis, elle me dit, on va proratiser. OK. Mais vu le reste à charge, pour moi, il était trop important pour 4 mois payer 4000 balles. Vous vous rendez compte, parce que c'est en plus, ça n'a aucun sens. Ouais. Je dis, moi, je ne paierai pas sur cette partie-là. Et elle dit, pour ne pas pénaliser l'alternance, on m'a demandé combien vous êtes prêt à mettre. En fait, j'ai dit 1000, mais j'aurais pu dire 500, ne sachant pas vraiment. Et ils ont accepté de mettre 1000. Je pense que d'autres entreprises auraient pu dire, moi, c'est rien du tout. Et sinon, j'ai rien. Donc, qui prend en charge dans ce... C'est l'école, en fait. Parce qu'en fait, l'école, elle prévoit une enveloppe, il ne correspond pas forcément au modèle économique. Elle va te dire, nous, on a 12 000 €. On sait que vous, entreprise, vous allez avoir les aides de l'OPCO, plus les aides de l'État à l'alternance. Donc, en réalité, sauf qu'à la base, les aides de l'État, soit tu considères qu'elles payent tes frais pédagogiques, soit tu considères qu'elles payent ton salaire, en soi. Le problème c'est que quand tu rajoutes le salaire de l'alternant, plus après le reste à charge de l'entreprise, considérant que ton alternant n'est pas là à temps plein, évidemment, c'est un montant qui n'est plus neutre. C'est-à-dire que concrètement, même si c'est des gens qui sont en apprentissage, tu peux avoir quand même in fine, ça peut vite te coûter 2000 balles par mois. Pour des gens qui sont là 3-5 en plus du salaire ou en incluant le salaire? Non, en incluant alors après, ça dépend, mais ça dépend des âges. Ça va 3 000, moi j'en avais une, c'était 1009. Parce qu'elle avait 29-30 ans. Et à un moment donné, tu dis, mais là, quand tu rajoutes les frais, les restes à charge... Est-ce que c'est vraiment économique par rapport à parfois un CDI En fait, honnêtement, moi, j'en suis à me poser la question de ça, notamment par du freelancing. Et je sais qu'il y a des amis chefs d'entreprise qui préfèrent externaliser avec des prestataires parce que tu as quelqu'un de plus aguerri, évidemment. Donc finalement, qu'il soit là 1 ou 2 jours par semaine, en fait, c'est pas perdant. Parce que tu dis, je préfère payer un petit peu plus. J'ai quelqu'un qui va 2 jours par semaine. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est là que les rythmes aussi sont un peu bâtards. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours préféré quelqu'un qui peut être là relativement souvent. Il y a des écoles qui le permettent. Mais quand tu as quelqu'un 2 jours semaine ou qui n'est pas là 1 semaine sur 2, je trouve que c'est hyper handicapant. Oui. En plus de la formation et du coup de l'apprentissage. Ils ont fait quand même des gros efforts, les écoles, là. Pour avoir fait beaucoup de recrutement en apprentissage, je trouve que maintenant, ils sont quand même beaucoup plus adaptés au rythme des entreprises. Et en tout cas, la plus-value que la personne pourrait avoir de rester plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Si tu suis un projet, ça n'a pas de sens de devoir... C'est vrai que quand tu fais de la gestion de projet et que tu es là que 2 jours par semaine, c'est un peu compliqué ou un mois à gérer. Oui, voilà. Je trouve que là, il y a eu un effort de fait quand même. Ou en tout cas, il s'adapte assez rapidement. Oui, c'est le rythme. En plus, chaque école, il va d'un rythme. Je veux dire, tu as du 3 jours, 2 jours, du 4 jours, 1 jour, d'une semaine sur 2. Chaque école, il va de son organisation. Mais le point, de mon point de vue de crispation, porte sur les restes à charge qui ne sont plus neutres et qui sont des irritants vraiment pour des entreprises qui disent non, désolé. Moi, je suis OK pour payer évidemment l'alternance, c'est OK, fine, très bien. Mais moi, rajouter arrière, moi j'avais une entreprise, il fallait rajouter 8 000 €. Navré, 8 000 balles, c'est non en fait. Toi, c'est quoi c'est le bon montant finalement de reste à charge? Le bon montant, pour moi, c'est 0. Oui. À la base. Mais parce que, si tu veux, le modèle, eux, ils sont aussi payés par l'État à l'école. Donc, ils sont payés par l'État, payés par l'entreprise. À un moment donné, plus payés parfois par les étudiants. Donc, ils ont surtout que quand j'entends la qualité, en tout cas venant des étudiants qui sont assez unanimes pour dire qu'il n'y a pas toujours les profs, qui ne sont pas là, que de plus en plus c'est de la visio, je me dis, mais où passe cet argent en fait? Donc, moi, je veux bien payer. Mais quand il y a des gamins, j'aime ça des gamins, mais qui me disent, à la base, je me souviens, j'ai un cours de droit qui a été remplacé par des cours de sport. Là, encore un tout à l'heure ce midi qui me dit, alors moi, on est divisé en 2 classes, il y en a un qui connaît bien ses profs, son organisation, tout ça. Moi, je ne sais, je connais le nom du bâtiment, je ne sais pas si le prof sera là ou ne sera pas là lundi prochain. Ouais, mais là, ok, mais moi, du coup, je trouve qu'on ne s'y retrouve plus. Sur des écoles où il y a des étudiants qui payent 20-30 000 balles l'école, ça fait un petit peu mal. C'est pour ça qu'en fait, mais elles se sont dit, comme l'OPCO prend en charge, et en plus il y a l'aide, finalement, l'OPCO, admettons à 10 000, plus à 2 ça fait 16 000, je peux montrer mes frais de scolarité à 16 000. Donc, et chaque année, ils augmentaient. La mécanique se grippe quand concrètement, l'OPCO ne prend plus autant en charge. Non, mais tous les élèves ne font pas de l'alternance. Non, mais tu n'as pas vu qu'il y en a énormément. Oui. Tu as des écoles maintenant qui... Il y a des écoles qui ne font que ça. De l'alternance. Ah ouais, parce que c'était une manne financière énorme. Clairement. Et puis parce qu'il y a beaucoup aussi de jeunes pour qui c'est plus facile que d'aller prendre un bon job à McDo. Oui, puis quand tu commences plus à rapprocher des entreprises où tous les ans ils vont en prendre, ça fait aussi des viviers pour les années suivantes. C'est bénéfique pour les écoles, on va pas se mentir. Donc ça s'est développé énormément. C'est aussi ce qui a expliqué, je crois qu'on regarde notamment, alors ça a expliqué à l'envers les taux de productivité qui avaient baissé, mais parce qu'il y avait beaucoup d'alternants, donc c'était logique quand tu as un apprentissage. Voilà. Ça aussi, ça diminue énormément les taux de chômage, parce que c'est comptabilisé. T'es pas étudiant. Donc, c'est aussi un peu d'argent. Alors, ils ne payent pas d'impôts, mais en soi, tu contribues, j'imagine, à l'économie, tout ça. La question va se poser là. Donc, déjà, cette année, je pense que c'est plus compliqué. Et par ailleurs, s'il y a une diminution des aides,
En fait, là, les entreprises vont moins s'y retrouver parce qu'elles vont avoir des salaires qui sont relativement élevés pour des gens qui parfois ont 19-20 ans. Donc à un moment donné, tu t'y retrouves plus du tout. Plus d'aide de l'État et avoir des restes à charge des écoles. Je pense qu'il va y avoir un problème quelque part. Ça ne va pas faire du tout. Il ne faudra pas être étonné si en septembre, il y a une grosse baisse du contrat d'apprentissage dans les entreprises. Je pense qu'il ne faudra pas s'étonner. Oui, je pense qu'effectivement, ça va un peu compliquer les choses. Donc, après, on voit bien que c'est un système, encore une fois, quand on prend un pas de côté, à la française. C'est-à-dire, on se dit, il y a un étudiant qui suit un apprentissage, on paye, basta. Non, on a foutu un OPCO au milieu qui a des aides mutualisées. Alors, ils ont essayé de faire votre péréquation, mais franchement, c'est typiquement un truc franchouillard. Tu n'aurais pas ça ailleurs. Oui, et puis ça complexifie la relation. Et moi, je trouve que les OPCO ont quand même de moins en moins de budget, que ce soit pour la formation continue ou pour l'apprentissage. Moi, c'est un gros point d'interrogation de où va l'argent. En fait. Oui, c'est quand tu vois l'impact des OPCO sur les contrats d'apprentissage, honnêtement, Ouais, à part te rajouter de l'admin, c'est ça, à part enregistrer ça. Et après, derrière, c'est un autre service qui va te dire vous avez le droit à l'aide, donc du coup, tu reçois le mail automatique. C'est la seule relation que tu as avec ton OPCO sur les contrats d'apprentissage. Donc, c'est léger. Et pourtant, ils ont du budget. Je peux vous dire que je suis même placé pour le savoir, ils ont du budget à dépenser dans de la com, dans du market. Donc, ok, mais à un moment donné, tu dis, mais là, est-ce que ça va où ça doit aller ? C'est ça le problème. Tu as la Cour des comptes qui a... Oh, attention, Pierre parle de la Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais la Cour des comptes a relevé... Pierre Moscovici, il se bat. Exactement. Qui a relevé peut-être pas des incohérences, mais en tout cas des problèmes de gestion sur 2 OPCO. Je ne citerai pas, bien évidemment, mais... c'est dommage. Mais qui commencent à être épinglés et on se rend compte que peut-être que oui, il y a peut-être eu un petit dérapage. Moi, je trouve qu'en tant que DRH, tu as de moins en moins de retours, t'as de moins en moins de relations avec eux parce qu'en fait, quand tu pars, au début, il y avait des crédits, notamment pendant le Covid, il y avait pas mal de crédits gratuits pour former des salariés qui a complètement, ça s'est amoindri comme peau de chagrin. Je pense qu'il y en a quasiment plus. Ça, plus la formation. En fait, ils aident pour des gros plans de transformation. Mais quelles entreprises, ça ne concerne pas énormément d'entreprises, font des énormes plans de transformation où tu vas former 35 personnes en même temps sur une thématique, comme par exemple la numérisation, ou je sais pas, ou le digital. Moi, je m'interroge vraiment sur la pertinence et où partent les cotisations. Je pense qu'il faut qu'il y ait 2 scénarios. C'est soit tu as une grosse entreprise qui va donner en plus du côté légal, les contributions volontaires. Oui. Là, si tu donnes... Pour l'avoir vécu dans une entreprise, honnêtement, t'es le roi du monde et t'as l'OPCO, honnêtement, c'est VIP. Tu rentres là-dedans, tu te fais ton plan de formation, un plan de développement des compétences, il est clean. Et de l'autre côté, tu vas avoir des entreprises qui n'ont absolument pas les moyens, moins de 10 salariés. Et là, pour le coup, ils vont eux aussi être accompagnés. Et ils vont pouvoir en tout cas bénéficier aussi du système de répartition et de pouvoir bénéficier en tout cas des aides. Mais après, tu as tout un no man's land si tu as plus de 15 salariés versus tu en as un peu en dessous de 100 et si tu as des entreprises qui ne veulent pas mettre d'argent, là tu as un fossé qui est énorme parce que la formation est de moins en moins indemnisée. Les entreprises, on ne va pas dire que le budget ce soit le plus élevé de la Terre, on ne va pas se mentir. 2%. Là, on voit aussi le chamboulement entre tous les organismes qui viennent. Là, on va le voir avec l'IA qui va arriver. Là, je pense qu'on va tous tarter des organismes qui vont être les plus experts du monde, qui vont te financer ça à 5 000 € pour rien. Mais en fait, et du coup, tu as aussi ce côté, en tout cas, moi, en tant que professionnel RH, j'ai ce doute aussi de la sincérité des organismes, à se dire, est-ce qu'ils veulent vraiment former les gens ou est-ce qu'ils veulent ramener un peu plus d'argent que le mois précédent ? Bon, bien évidemment, ça reste aussi une entreprise qui a envie de vivre, mais du coup, je pense qu'il y a aussi un grand bouleversement à ce niveau-là et une perte de confiance, en tout cas, et de professionnalisme des organismes. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ça donne pas envie. On n'a pas parlé du CPF, qui est toute une parenthèse. En fait, le truc, c'est que, et c'est le mal français dans toute sa splendeur, on considère, parce que la logique, je pense qu'à l'étranger, on nous dirait, mais alors attends, pourquoi l'entreprise a besoin d'un OPCO ? Je ne comprends pas le projet. Oui. Mais parce qu'en fait, l'entreprise va te dire, mais parce que je cotise. Et qu'en fait, c'est à chaque fois le même problème. C'est que comme on cotise, et on cotise plus ou moins cher, moi, par exemple, je pense que je coûte plus cher que ce que je rapporte. Mais je sais que moi, j'étais dans un grand groupe et en fait, à chaque fois, les budgets nous passaient sous le nez. Parce qu'en fait, le temps que ça se passe, le temps qu'on collecte les budgets, parce qu'on était obligé de tout mettre,
c'était pas comme une VLU, mais on est obligé de consolider l'intégralité du budget. Donc quand on percutait, quand on avançait, chacun essayait d'y aller plus vite, mais c'était au mois de juin. Au mois de juin, il y avait déjà beaucoup de budget qui était... Alors que moi, dans une petite boîte, je vais très vite. Forcément, je suis pas très rapide, mais je vais quand même très vite. Et donc, c'est un problème. Et donc, le souci, c'est de se dire, mais du coup, pourquoi avoir besoin d'un OPCO qui vous verse de l'argent, puisque l'entreprise, c'est à l'entreprise de se former. Je suis complètement d'accord sur le dispositif. Sauf qu'encore une fois, le vice repose sur les cotisations qui sont considérables. Et c'est pour ça que l'État s'est dit, pour que ça soit plus digeste, on va consolider. Et pour que ça ne soit pas, en revanche, les grands groupes qui forment et les toutes petites boîtes qui ne forment pas, ce qui est vrai, dans les faits, c'est vrai, avec ce système-là, on va harmoniser un peu les trucs. Mais on voit bien que c'est toujours dans un souci de dire il faut que tout le monde de manière égalitaire. Oui, mais à un moment donné, ton truc il craque de partout en fait. Et là, c'est ce qui se passe. Ça craque, ça coûte horriblement cher. Il y a des formations, moi que je vois, c'est ticket à 1000, tout coûte 1000 balles. Mais moi j'ai rien contre, mais je vais pas citer de nom, mais enfin je pense que ça va à tout le monde. À moins de formation, 1000 balles. Et 1000 euros, ils se sont dit c'est 10 000 balles. Quand tu connais le prix où est payé le formateur, tu dis ça va, il se gave, mais fort quoi. Et ça, désolé, pour moi ça ne les vaut pas. Surtout quand tu disais, il y a le développement de distanciel aussi, et qu'un mec qui est chez lui en train de faire une visio, je sais pas combien il est payé, même s'il est payé 500 balles la journée, oui, tu te demandes effectivement. Pour moi, c'est un vrai. Donc, mais je pense qu'il y a des grosses marges de négo aussi. Il y a des grosses marges de négo, donc plus t'es gros, plus t'es puissant, évidemment. Ouais. Le CPF, on sait qu'il y a des scandales, mais ça aussi, quand on prend un pas de côté, il n'y a qu'en France, on dit envers 500 euros. Il n'y a aucun pays au monde où ça passerait. Donc tout ça, ça coûte en bas de page. Donc il arrive à faire les écoles. On donne, puis on reprend, puis on te redonne, puis on reprend. À un moment donné, c'est un bousin pas possible. Troisième sujet dont on va parler, qui tient Claire à Pierre, sans transition, que ça n'a rien à voir. L'APLD. Et je sais que Claire voulait en parler de l'APLD. Non, je crois que c'est Pierre qui voulait en parler. Pierre aussi voulait en parler. Tout le monde voulait en parler de l'APLD. C'est l'activité partielle longue durée. Rebond. C'est surtout Claire, je crois. Parce que moi, je viens de le découvrir, moi, il y a à peine 20 minutes, donc c'est pour ça. Non, mais en gros, c'était de reconduire les dispositifs d'activité partielle, notamment de longue durée pour les entreprises qu'on avait besoin. Et ça a été beaucoup le cas de l'activité partielle quand on était... dit chômage technique, pour les plus vieux comme moi. Moi, à l'époque, c'est vrai que j'avais fait un dossier d'activité partielle qui était passé hyper facilement dans la période du Covid. Je ne sais pas si vous avez été impacté aussi, vous, dans vos propres entreprises, back in time. Non. Oui, si. si. Parce que tu étais dans le luxe à l'époque. Ça paraît tellement loin, pas du tout. Non, on parle de 2020. 2019 Covid-19 2020 2020. C'est déjà plus. Non, oui, 2020. Covid-19, c'est 2020. 2020, oui. Covid. Non, c'était 2020. Non, j'étais déjà entrepreneur, donc j'étais pas de char. Ok. Non, mais bon, du coup, c'est vrai que ce dispositif-là, il avait le mérite d'exister. Et là, c'est de reconduire, notamment quand les entreprises ont des baisses de travail ou sont mises à mal, comme c'est le cas de l'industrie, par exemple, de pouvoir diminuer le travail avec une prise en charge de l'État. C'est bien, mais effectivement, l'État ne prend pas en charge l'intégralité. C'est vrai que nous, quand on avait fait les dispositifs d'activité partielle, on pouvait choisir ou pas d'abonder en plus de l'État à 100% du salaire ou pas. Et les entreprises qui ne feront pas ce choix-là, certes, ça va préserver des emplois, donc ce qui est bien pour des gens qui ne vont pas se retrouver au chômage. Et en même temps, dans un monde où l'inflation est en train d'être moins galopante qu'avant, mais où tout le monde pleure de son pouvoir d'achat qui est en berne, ça va être compliqué même de ce dispositif-là pour les salariés, quoi. C'est vrai que c'est un dispositif qui permet de pallier un peu en douceur. Alors ça dépend, parce que je crois qu'il y a des plafonds, je crois que ça doit être 60%, j'ai plus tout à fait les règles en tête. Là, si je lis bien les notes, on a 84% de maintien de salaire. Donc c'est plutôt pas mal, et ça vise, plutôt qu'avoir, comme tu le disais, un plan massif de réduction des coûts qui se traduit par des licenciements collectifs, de se dire on pense que c'est conjoncturel. Alors quand c'est structurel, c'est mal barré, mais conjoncturel, alors il faut quand même muscler son dossier. Ça va passer par 6 mois, et dans 6 mois, ça va revenir un peu à la normale. Alors le dispositif, il est hyper louable, mais encore une fois, tout ça, c'est un peu toujours ce qui me fait peur. C'est l'État. Donc, pour moi, ça reste du pansement, quoi. Et ça reste du pansement. Pour moi, c'est juste un rebond, comme c'est indiqué. Oui. C'est dans le sens, oui, ça va être quoi ça va faire ça 6 mois, on va être content parce qu'il n'y aura pas de chômage, et puis
ou en tout cas pas de fermeture d'entreprise ou pas de licenciement, mais dans 6 mois, ce sera la même chose. Je pense qu'il y a certains secteurs, ils en ont encore pendant quelques années et c'est pas le petit rebond qui va faire que... J'ai l'impression que c'est pour calmer un peu les partenaires sociaux. Oui, je pense que voilà, c'est très politique parce que oui, clairement. On avait déjà le système d'APLD et ça c'est encore un truc très franchouillard. On s'est dit l'APLD, non, on va mettre tout un dispositif, on va réfléchir, on va faire un brainstorm, on va dire APLD, rebond. Ça j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Pourquoi l'APLD n'est pas resté l'APLD, tu vois? C'est à un moment donné, c'est un peu insupportable de devoir ajouter des adjectifs, des épithètes pour tout en disant ça modernise le truc. Le système est bien. Je voudrais savoir combien ça coûte. Après, je pense qu'on va peut-être me dire, tu sais, les calculs ont été faits par la Cour des comptes. Finalement, si on ajoute le coût de l'État de transition versus si on met tous ces gens au chômage, donc le coût de Pôle emploi, France Travail, finalement, l'un dans l'autre, on n'est pas perdant. C'est peut-être très équilibré, je ne me rends pas bien compte. J'ai pas creusé cette partie-là. Peut-être que c'est plus modéré, qu'on me dirait, mais je soupçonne aussi que indirectement, il y a ça, et il y a aussi des statistiques. Je pense, pour rejoindre un excellent podcast qui est diffusé sur le chômage, je pense que ça permet de dire, concrètement, ils ne sont pas catégorie A, parce qu'ils ne sont pas comptabilisés, ils sont en formation, ils sont en une période transitoire, donc catégorie, à mon avis, D ou E, parce que c'est une réduction de la durée du travail. Donc, il y a aussi tous ces points-là. Et dans un contexte économique, parce qu'on sait que le chômage repart à la hausse, on parle, indépendamment du contexte économique global, on parlait déjà en fin d'année de finir à 7,8, 7,9, voire 8. Je crains que là, ça soit un peu plus que ça en fin d'année. Surtout avec le chômage des jeunes et potentiellement la réduction des aides liées à l'alternance notamment. Mais effectivement. Bon, je vais être franc. On n'avait pas prévu que ça serait fait en 2 parties, mais la vie est faite d'imprévus. Et en même temps, on aime tous des fins un peu frustrantes, et puis c'est bon pour l'algo, comme on dit. Bon, plus sérieusement, on se retrouve très vite pour la suite qui arrive très bientôt. Restez connectés, on vous prépare une vraie outro la prochaine fois. Ciao.